Moi, en tout cas, c'est la première fois que ce sujet est abordé. Mais il faut qu'il le soit plus parce qu'il faut que les candidats nous disent des choses très claires. Vous disiez 32 ans que notre association existe, 11 ans que les Hollandais ont une loi, 10 ans que les Belges ont une loi, les Luxembourgeois, les Suisses. Il serait quand même temps que le pays des droits de l'homme en ait une. Et nous, on veut une loi, mais pas dans 10 ans. On veut une loi en 2012. Et c'est pour ça que ces élections présidentielles sont importantes pour nous. Et que, vous savez, il y a peu de questions qui concernent 100% d'entre nous. Et nous, on veut sensibiliser les Français pour qu'ils sachent ce que vont faire les candidats quand ils seront élus. Et après, à eux, dans l'isoloir, de voter pour qui ils veulent. Moi, je le dis clairement, aujourd'hui, je ne pourrais plus voter pour un candidat qui se prononce contre l'euthanasie. Mais c'est ça, est-ce que votre combat n'est pas rendu encore plus compliqué? Vous voulez demander aux candidats ce qu'ils vont faire. Le problème, c'est qu'ils ont des avis assez différents quand même. Peut-être c'est à nous d'avoir une majorité qui va accepter ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont en train de se prononcer aujourd'hui. Et s'ils sont élus au mois de mars, ça pourrait arriver. À nous d'essayer de persuader les autres qui ne le sont pas. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que vous savez, 94% des Français, ils sont favorables, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient du centre. Et leur politique ne les entend pas. Donc c'est aussi un moyen de dire aux électeurs, notamment de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas l'air de nous entendre, de leur dire, mais dites-lui que pour vous c'est aussi important qu'on ne meurt pas tous d'une crise cardiaque sans souffrance et qu'on a besoin d'avoir une loi qui nous permette de décider ce qui est le mieux et que ce soit surtout nous qui décidions dans ce pays, parce qu'on a marre que ce soit des experts, que ce soit des grands mandarins qui décident à la place des Français. On saute la caméra. Ça y est. C'est là qu'il va falloir faire un gros travail. Attends, dans la. Est-ce que tu es bien équipé là? Bon. J'ai mon bracelet aussi, si c'est ça que tu veux voir. Oui. Complète. Ça va. Je suis complète. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre un peu sur le côté? Et c'est bien pour ça que ce sujet doit être un sujet de la campagne présidentielle. Et c'est pour ça qu'il sera aujourd'hui que nous recevions un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants qui vont pouvoir nous dire si en 2012, enfin, nous allons avoir notre ultime liberté. En attendant, et pour ouvrir cette séance, je remercie Bertrand Delanoë. Je sais qu'il a eu beaucoup de patience. Il a été de tous les combats avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Il a toujours été là. Toujours. Pas le public sans qu'il ne pas nous dans la dignité. Pas un jour sans qu'il nous ait aidés. À Paris, on a toujours eu la porte de la mairie de Paris ouverte. Et c'était rare à l'époque d'avoir des élus qui nous accueillaient comme ça. Alors applaudissez-le très fort, il va nous faire ce mot d'accueil. Merci. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, nous avons à apporter une réponse à une question essentielle. Comment sommes-nous dignes, respectés en tant qu'êtres humains, de notre premier souffle à notre dernier souffle? Et des événements ces dernières années, et on pense à des circonstances particulièrement douloureuses, ont interpellé la société sur la souffrance et sur la liberté d'un être humain à décider pour lui-même. Non, mais tu as parlé de la dernière leçon et j'ai repensé ma mère aujourd'hui. J'ai envie de l'associer à notre rencontre, à cette réunion. Mireille Jospin, cofondatrice
plus avec quelques personnes qui sont là de la DMD il y a 32 ans, avec mon père. Je suis dans son sillon, je suis dans ses traces, parce qu'elle m'a fait faire un chemin que je ne pensais pas faire. Nous étions évidemment, ses enfants, au courant de cette association, de cette action dans cette association, et un peu à distance, il est vrai. Comme on est à distance de l'idée de la mort de ses proches. Ce n'est pas facile de mourir, et personne ici n'osera dire que c'est facile. Et elle a décidé, en préparant ses enfants, ses 4 enfants, de mettre fin à ses jours, parce qu'elle voulait partir comme elle était venue, debout. Elle voulait choisir le moment de son départ, son ultime liberté. Et nous, au nom de sa liberté et de celle qu'elle nous avait donnée, par son éducation, nous avons respecté la sienne. Nous l'avons laissée partir. Mais elle n'est pas partie n'importe comment. Elle est partie en nous préparant, en nous apprenant la mort. Et c'est quelque chose, une chose sur laquelle je reviens très souvent, Jean-Luc, l'idée de l'apprentissage de la mort. Je crois que c'est le déni de la mort qui fait que nous avons peur aussi de légiférer. Il a eu raison, Bertrand Manoury, de dire « c'est un scoop, nous allons tous mourir ». Mais puisque nous allons tous mourir, pensons-y à cette mort. Mais pensons-y bien en amont. Pensons-y en parlant à nos enfants, à nos petits-enfants. Préparons-les. Préparons-les à ce moment-là, ultime, qui, parce qu'il est ultime, doit être réussi, doit être beau. Et pendant les 3 mois qui ont précédé la mort de cette mère adorée, cette sage-femme, cette femme sage, elle m'a prise par la main et jour après jour m'a appris à me séparer d'elle. Elle m'a appris la mort, comme elle m'avait appris tous les gestes de la vie. Et elle partie, j'étais en paix, je le suis aujourd'hui devant vous, dans le souvenir ému d'elle, bien sûr, mais sans tristesse. Et j'ai poursuivi son combat. Je suis rentrée à la DMD, dans le comité de parrainage où j'ai été accueillie. J'y suis très active aujourd'hui, parce que quelques jours avant de mourir, d'une manière encore une fois incroyablement sereine, exemplaire, ma mère m'a dit « Tu sais ma chérie, moi, ma génération, on s'est battu pour le droit à l'avortement, pour l'IVG. Eh bien, toi, ton combat, ce sera l'IVV. Interruption volontaire de vie ou de vieillesse. » Et elle a ajouté quelque chose, c'est pour ça que j'ai écrit le récit de sa mort, un peu à 4 mains. Elle était là quand je l'ai écrit, même si elle n'était plus là. Elle est là, pendant que je vous parle, même si elle n'est plus là. C'est pour ça que j'ai voulu continuer son combat. Et c'est parce qu'elle m'a dit que ce combat serait le mien, le nôtre, que je veux le gagner aujourd'hui. Nous allons le gagner, je vous le promets. Merci Noël. Alors, tout ça est... Je voulais vous dire que pour moi c'est un honneur d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis solidaire avec vous. J'aime la France, ce grand pays, laïque, démocratique, pluraliste, qui a accepté l'interruption volontaire de grossesse et dans la même logique, je suis convaincu qu'il acceptera l'interruption volontaire de vie. Je vous souhaite bonne chance, bon combat. Je suis sûr que nous allons dans le sens du temps et de l'histoire. Vous gagnerez. Elle va avoir 91 ans et elle est dans une dépendance absolue. Elle est dans le désespoir le plus total, la souffrance. Je la vois péricliter et on peut rien faire. On me dit, en plus elle n'est pas malade, elle est simplement très âgée. Donc on est confronté à ce problème-là.
Et c'est terrible de voir sa maman comme ça, qui est une femme exceptionnelle, mourir à petit feu. Et ça peut durer encore pas mal de temps. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est totalement dépendante de tout le monde, en maison de retraite, etc. Et moi, je ne peux pas vivre ça. C'est impossible. Donc, voilà, on est là pour ça, pour qu'on ne soit pas confronté à des horreurs comme j'en vois tous les jours en maison de retraite, avec des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de partir, et ils ne peuvent pas. C'est affreux. Mais cette revendication qui est la nôtre, c'est aussi une revendication au nom de l'égalité. Et là, je voudrais insister. Quand la loi ne dit rien, ou quand la loi va à moitié du chemin, puisque le fait d'aider les soins palliatifs a été une très bonne chose. Mais ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas la même réponse. Si la loi, comme elle l'a fait ici, s'arrête en chemin et considère qu'en ayant traité de la question des soins palliatifs, on a traité la condition de la fin de vie, eh bien, la loi ne protège pas et la loi ne permet pas l'égalité entre les citoyens de notre pays, et c'est au nom de cette égalité que nous devons aussi obtenir cette avancée fondamentale dans la loi de la République, qui est d'inscrire ce droit à mourir dans la dignité. C'est pour cette raison que nous devons tous soutenir toute évolution, toute proposition qui vont enfin placer le patient, le citoyen, au cœur du système médical. En 2012, nous sommes dans un pays où on préfère vivre dans l'hypocrisie la plus totale sur cette question, au lieu de mettre les convictions personnelles et peut-être religieuses de côté pour enfin défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, on ne respecte pas le choix du malade. Aujourd'hui, on ignore le choix du patient. Ce n'est pas normal. Et que nous soyons pour ou contre une loi légalisant l'euthanasie, nous devons tous nous battre pour une loi qui nous protège, pour une loi qui respecte nos convictions, car les politiques doivent comprendre que chacun est libre de ses choix. Nous sommes libres de choisir notre fin de vie. C'est à nous de choisir notre dignité. Et n'ayons pas peur du mot euthanasie, car si au pays de la langue de Molière on se cache sous un lierre, à quoi bon parler français? Euthanasie, c'est un bon mot. Rappelons que ce mot signifie bonne mort. Nous ne souhaitons pas convaincre les 6% de Français défavorables à l'euthanasie. On souhaite juste convaincre les 100% de politiques opposés à la liberté individuelle de chacun. C'est chaud. Et pour ses convictions personnelles, car nous respectons le choix de chacun. Nous n'avons pas envie de mourir à petit feu de faim et de soif. On respecte votre choix, respectez le nôtre. Comment peut-on accepter qu'aujourd'hui, dans notre pays, des hommes et des femmes soient obligés de quitter leur pays pour mourir à l'étranger? Pouvons-nous l'accepter? Non. Comment peut-on accepter aujourd'hui de laisser des personnes malades se suicider chez elles dans des conditions horribles, inhumaines? Pouvons-nous l'accepter? Non. Comment peut-on accepter qu'une certaine élite puisse trouver les bons médicaments et que les autres, sans relation, doivent attendre forcés des jours dans leur vie contre leur volonté? Dans quelques instants, les candidats et candidates à l'élection présidentielle ou leurs représentants nous parleront de leur volonté, de leur choix, d'avancer ou pas sur cette question. Car je ne sais pas pour vous, mais nous, chez les jeunes de la DLD, notre choix n'est toujours pas certain pour le 22 avril. Oui, nous avons tous des convictions politiques personnelles, mais nous croyons avant tout à l'égalité des droits, à la laïcité et à la dignité. Si je suis ici devant vous, si les jeunes sont autant nombreux ici même, c'est que pour nous, la question de la légalisation de l'euthanasie est primordiale. Toutes et tous, quelle légitimité ai-je pour parler de la mort ou du fait d'aider à mourir volontairement? J'ai travaillé 8 années dans un hôpital
psychiatrique et j'ai appris qu'il est important de dire d'où on parle. Donc je vais commencer ce soir par vous dire d'où je parle. Donc ces 8 années à l'hôpital psychiatrique m'a familiarisé d'une certaine façon avec la misère et aussi avec l'abandon, avec la cupidité. J'ai vu des familles venir le 30 décembre faire signer des testaments et c'est sûr que si le malade psychiatrique qui s'obstinait à ne pas mourir pouvait mourir rapidement, cela arrangerait bien les héritiers. Ça, c'est une expérience. Mon autre expérience, c'est 34 années comme femme de médecin généraliste, affrontée à la souffrance et qui avait passé un pacte avec ses clients d'être là lorsque cela serait important pour eux. Je connais son angoisse, je sais ce que ça lui a coûté et je sais ce que le code pénal représentait comme angoisse pour lui. Et enfin, je dirais que c'est mon expérience de vie de femme de 68 ans qui a déjà accompagné un certain nombre de ses chers dans les derniers moments de la vie. Et je voudrais vous raconter le mois de février-mars 88 qui ont vu mourir ma belle-mère et ma mère. Ma belle-mère était hospitalisée pour un cancer à stade final dans un hôpital parisien et on l'appelait mémère, on bousculait son lit. C'est vrai qu'elle occupait une place chère que d'autres pourraient avoir et nous l'avons sortie avec mon mari. Elle est morte chez moi, chez nous. Cela a été possible parce que mon mari était médecin, mais les traitements qu'elle subissait à l'hôpital étaient indignes, ne reconnaissaient pas sa dignité. 3 semaines après, je suis montée en Norvège où ma mère était mourante dans un hôpital à Asker et je ne connaissais pas encore cela, les soins palliatifs, l'accompagnement. Et avec mes sœurs et mon père, nous avons passé 3 semaines au chevet de ma mère. Et je voudrais dire haut et fort que ces 3 semaines sont très importantes de ma vie, tout comme était la mort de ma belle-mère chez moi. Et que je sais profondément que la mort fait partie de la vie et que de l'occulter est une erreur, c'est de se priver de quelque chose d'important de la vie. Donc le sujet ce soir est sérieux. Et c'est un sujet sensible, car il touche à notre conception de la vie, de la mort, de la solidarité, de la liberté, de la dignité. C'est un sujet sensible, car chacun l'aborde avec son histoire personnelle, avec les souvenirs des proches qu'il a vu partir, de ceux qui l'accompagnaient dans les derniers instants de leur vie. C'est aussi donc mon cas, comme je viens de vous le dire. C'est un sujet sensible, il impose une écoute attentive de toutes les parties prenantes, il impose le plus grand respect des opinions. Ainsi, j'entends les personnes qui disent que la valeur de la vie va au-delà de la vie sans souffrance, que l'homme n'a pas le droit de détruire ce qu'il n'est pas capable de créer. J'entends et je respecte ce choix. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à ces personnes. Leur liberté individuelle est et sera toujours respectée. Faut-il aller au-delà du droit actuel? Il faut d'abord reconnaître les avancées de la loi Leonetti de 2005. Elle énonce l'interdiction de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire de l'acharnement thérapeutique. Elle légalise l'administration massive des médicaments aux malades pour soulager leur souffrance, quitte à ce que la dose soit létale. Ce sont des points importants et pour beaucoup de personnes, même chez Europe Écologie Les Verts, il suffirait de mieux faire connaître cette loi pour répondre à l'enjeu de la fin de vie à la dignité. Personnellement, je ne crois pas que cela soit suffisant. Je pense qu'il faut avancer
vers l'aide active à mourir. Mais autant vous le dire tout de suite, et avant d'y revenir plus longuement, je suis aussi très sensible à certains arguments des opposants à cette aide. Moi aussi, je refuse une société où la mort serait donnée par défaut de solidarité. Je souhaite aller au-delà de la loi Leonetti, car le cas de Vincent Humbert a montré les lacunes de notre droit. Il existe aujourd'hui dans notre code pénal aucune distinction entre la mort donnée par compassion à autrui, à sa demande, et l'assassinat. Devons-nous laisser les citoyens sans repère, quitte à ce que certains se retrouvent devant les tribunaux? Devons-nous laisser les magistrats face à ce vide juridique? Je ne le crois pas. Nous devons peut-être noter aujourd'hui que les magistrats appliquent la loi avec discernement et que Mme Humbert, par exemple, avait eu un non-lieu. Mais moi, je veux finir avec l'illégalité dans laquelle l'aide active à mourir est pratiquée. Étant illégales, ces pratiques ne respectent pas les règles de prudence telles que la collégialité. Pour répandre les mots du député vert luxembourgeois Jean Hus, qui a défendu la loi qui a permis au Grand-Duché de légaliser l'aide à mourir strictement encadrée, ce n'est pas dans la légalité que les abus ont lieu, mais bel et bien dans l'illégalité. Je souhaite le pluralisme moral, à savoir le droit à disposer de soi-même et la possibilité par chacune et chacun de choisir. Toute loi qui autoriserait l'aide médicalisée à mourir n'obligera évidemment personne à demander ces interventions. Mais elle n'interdira pas non plus à certains citoyens d'y recourir et de vivre ainsi selon leurs convictions morales. Ceux qui, pour des raisons éthiques ou religieuses, veulent continuer à vivre, même au bout de leur force, doivent considérer que d'autres peuvent faire un autre choix et accepter que la loi les y autorise. L'aide active à mourir est et restera une solution exceptionnelle et elle doit être strictement encadrée. Je souhaite que l'adoption de la loi relative à ce nouveau droit soit l'occasion d'un débat serein sur les modalités d'encadrement. Ainsi, il pourrait être limité aux personnes en phase avancée d'une maladie grave et incurable et dont la souffrance physique et psychique est insupportable, dont l'état de dépendance est intolérable pour eux-mêmes et non pas pour la famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il faut aller à la maison de retraite tous les samedis que nous devons pousser dans ce sens-là. Progresser sur la place de l'entourage du malade. Je pense évidemment à l'association de proches, à la réflexion des soignants ou au rôle de la personne de confiance porteuse de volonté d'un malade qui ne serait plus capable de s'exprimer. Mais je crois aussi que nous devons travailler pour l'accompagnement d'une personne en fin de vie par ses proches. L'écrasante majorité des décès ont lieu à l'hôpital et trop souvent dans la solitude, alors que nos concitoyens préféraient mourir chez eux, sereinement, entourés de leurs proches, et à qui ils peuvent dire au revoir. Aujourd'hui, je me présente devant vous, non pas pour répéter ce que vous savez déjà à propos de mon engagement personnel, mais pour proposer en partage les arguments qui m'animent lorsque je fais le choix que vous savez. Je pensais, pour commencer, à cette fulgurance de Condorcet, arrêtée, sachant bien qu'elle est pouvoir en décider, c'est commencer une subversion radicale du réel. C'est aimer le présent. C'est festina lente. C'est le triomphe des stoïciens
et des épicuriens, dénoncés par d'aucuns comme des superbes, qui ne comprenant rien aux ambitions somme toute modestes des stoïciens, qui est de profiter raisonnablement de ce qui se présente, être capable de faire la part entre ce que l'on peut dominer et ce contre quoi on ne peut rien, face à quoi reste l'ultime liberté, c'est-à-dire l'ultime humanité, décider d'éteindre soi-même la lumière. Décider de notre propre fin de vie, c'est commencer à entrer dans une humanité radicale. De même que nous ne sommes jamais aussi humains que lorsque nous posons un acte en échange de rien, un acte gratuit, par exemple, un acte d'amour. De la même manière, regarder les yeux dans les yeux la mort et ne plus avoir peur d'elle, c'est commencer à être radicalement et intimement libre. Donc, préoccuper l'instant, le corps de maintenant, la cité d'un présent, ses voies simples et ses volontés. Acte de foi, croyant en Dieu, délibéré alors que sa religion l'interdit, que l'on reconnaît le droit à l'avortement. Précisément pour cette raison que ce droit confronte chaque personne à sa liberté de décision. De la même manière, on peut, alors que l'on est croyant et que la religion commande qu'en toute chose on se comporte d'après les commandements que l'on a reçus de la vérité révélée, on peut être passionnément laïque parce qu'on considère que c'est en séparant l'Église de l'État, comme l'avait bien compris Lamennais et d'autres chrétiens, que la liberté humaine et le libre arbitre étant institués, la parole que l'on croit essentielle, celle de la révélation, peut être entendue. Et à l'inverse, pour les matérialistes comme moi, qui ne connaissent au fond que la pauvreté et la faiblesse de l'être humain, dont le dénuement est une source infinie de tendresse. On peut, sans même invoquer Sisyphe et son éternel recommencement dans l'effort qui le constitue en tant qu'être humain, penser que dès lors que nous sommes institués comme personnes par cette liberté-là, alors nous ne parlons plus d'une loi, nous parlons d'un droit fondamental de la personne humaine. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons à faire est un démenti à l'idée que, en quelque sorte, tout serait dit depuis le premier jour par la Déclaration des droits universels de l'homme et de la personne humaine, tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui. Aussi bien la réalité des éléments à chaque instant. Les hommes, on va dire les personnes, pour introduire quelque chose d'une parité qui a beaucoup manqué dans le passé, les personnes humaines, naissent et demeurent libres et égales en droit. C'est le premier des droits, vous le savez comme moi. Nous ne sommes pas égaux. Les uns sont grands, les autres petits. Nous sommes différents de mille manières, et pourtant, par-delà l'apparence, nous sommes égaux. Nous ne demeurons pas libres et égaux. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, il faut qu'on se batte, et qu'il y a pour cela des syndicats et des partis, sans lesquels rien n'aurait jamais avancé. Eh bien, c'est ainsi. Nos sociétés ayant mûri, nous sommes en état d'apercevoir des droits nouveaux. Ce qui touche à la barrière intime qui dit une aptitude n'est pas un destin. La liberté humaine est construite par cet instant où nous cessons d'être dans la dépendance de quoi que ce soit, la main du maître. L'obligation du collectif subie comme une violation de ses droits intimes. Bref. Toutes ces raisons me conduisent à dire, au nom du Front de gauche, dont je suis le candidat commun, qu'il s'agit d'un droit de la personne humaine qui doit donc dès lors être inscrit comme le droit à l'avortement dans la Constitution elle-même pour que plus personne ne soit tenté d'y toucher.
faut faire. Si nous instituons ce droit nouveau d'inscrire dans la Constitution, parce que nous voyons que d'autres droits qui avaient été établis par la loi sont remis en cause et à la faveur de circonstances toujours passionnelles, on se propose de revenir sur l'abrogation de la peine de mort, sur le droit à l'avortement dans des pays et des continents entiers. Cette question fait l'objet d'une mobilisation de telle et telle force que je vois toujours située du même côté contre la liberté des femmes d'être propriétaires d'elles-mêmes. Alors, il en est de même de ce droit-là. Je vais achever mon propos. C'est une grande et belle dispute. Il est bon que ce soit une dispute, car ce n'est pas simple, une dispute au sens noble du terme, hein. Pas une chicaya, une dispute. Le simple fait de poser ce thème comme un objet de débat, sitôt qu'on s'en empare, nous grandit tous, quelles que soient nos convictions, même si elles sont opposées à la seule condition, bien sûr, qu'on respecte l'écoute qui est due au point de vue contraire au sien. Mais le simple fait que la discussion ait lieu est une victoire contre les vérités révélées, car le fait qu'on parle allume la lumière et éloigne l'ombre des certitudes arrêtées. La morale